Qumran. C'est ici, là où la mer Morte prend sa source, dans l'un des points les plus bas du monde, que des prêtres du temple de Jérusalem vinrent s'installer une centaine d'années avant l'ère vulgaire. Coupés du monde, de ses tracas et de sa politique, ils voulaient y vivre un judaïsme authentique, bercé d'orthodoxie et de mystique. On les appelait les Esséniens. Tantôt rejetés, tantôt adulés, ils n'ont cessé sur près de 150 ans de faire des émules. Et, sous le règne d'Hérode, ils eurent une relation privilégiée avec le temple et ses prêtres. En l'an 68, quand les Romains détruisirent le temple de Jérusalem, ils massacrèrent également les habitants de Qumran. Aujourd'hui, 2000 ans après ces événements, le parc archéologique de Qumran dépend de l'autorité des antiquités de l'État d'Israël. C'est là qu'ont été découverts ces 70 dernières années plus d'1 millier de manuscrits, écrits sur des parchemins et du papyrus, et cachés dans 11 grottes ou caves. Ce sont les fameux manuscrits de la mer Morte. Ils comprennent des exemplaires de l'Ancien Testament, des commentaires sur la Bible et la loi juive, des textes mystiques et liturgiques, des codes et des règlements de la communauté de Qumran. Les manuscrits de Qumran sont la plus importante découverte archéologique de ces 70 dernières années, car c'est une source de témoignages extraordinairement riche sur une époque. Mais ces manuscrits ne sont rien à côté des trésors qui se cachent sous le sol de Qumran. Désert de Judée, 4 heures du matin. Aujourd'hui, démarre la fouille qui devrait permettre de découvrir le trésor caché de Wadi Akipa, et ainsi mettre un terme à une chasse au trésor qui aura duré plus de 50 ans et au cours de laquelle se seront affrontés les plus célèbres archéologues. Tout commence en 1952, lorsque des archéologues français, Henri de Contenson et Ernest-Marie Lapérouzaz, de l'équipe du Père Devaux, découvrent des rouleaux dans une grotte à 4 km de Qumran. Nous devions aller explorer pendant que le Père Devaux fouillait dans le Khirbet lui-même. Et le dernier jour, il y avait un recoin tout à fait au nord, on n'avait pas nettoyé, et on a commencé à le nettoyer. Et là, on a découvert 2 masses verdâtres, l'une par-dessus l'autre. Alors, on a immédiatement envoyé un message au camp, au Père Devaux, qui a envoyé son meilleur contremaître, qu'il a soigneusement nettoyé. Et c'est avéré que c'était deux rouleaux apparemment en cuivre. Le bruit a couru tout de suite dans le camp des Bédouins que j'avais trouvé 2 colonnes en or. Enfin, ça, c'est toujours pareil, c'est comme ça que se créent les légendes. Mais en fait, c'était probablement plus intéressant encore que si j'avais trouvé des colonnes en or, parce que ces rouleaux cuivre étaient entièrement inscrits en lettres hébraïques et grecques. En réalité, elles se constituaient un seul document, une fois déroulé. En fait, il ne reste plus beaucoup de cuivre, mais il ne reste plus que de l'oxyde. Donc c'est très cassant, on ne peut plus le dérouler. Comme le cuivre est oxydé, il faudra attendre 3 ans avant de trouver le moyen qui permettra de l'ouvrir et de révéler au monde son secret. Pour le dérouler, il a fallu qu'au laboratoire de Birmingham, il le découpe en tranches qu'on a pu poser les unes à côté des autres.
Et il y a eu un premier déchiffrement qui a été fait par Joseph Milik. On y décrit en hébreu ancien, mêlé de grec et de cryptogrammes, un trésor réparti dans 64 cachettes différentes. Il y aurait des objets d'or et d'argent, des pièces de monnaie, mais aussi et surtout des vêtements et objets sacrés. Le détail de leur description évoque les ustensiles en or et les tenues du service du temple de Jérusalem. Le rouleau de cuivre trouvé à Qumran serait-il la clé du trésor du temple ? Le texte qui est inscrit, c'est une liste de trésors, soit d'objets, soit de masses d'or, et qui sont déposés dans des endroits avec des repères, d'arbres, de sources, enfin, qui permettraient de les retrouver. Le texte du rouleau se termine en précisant qu'une copie en a été faite, ainsi qu'un autre rouleau, qui fournit les indications et l'inventaire pièce par pièce des objets cachés. Mais surtout, qui donne les mesures permettant de retrouver les cachettes. Ces rouleaux auraient été enfouis dans un tunnel appelé la chambre secrète et situé près d'un cimetière dans la région de Wadi Akipa. Le docteur Gary Collett, professeur de théologie aux États-Unis, a consacré sa vie à la recherche de cette chambre secrète. En 1993, sa rencontre avec Michel Calveau, un avocat français passionné par le Temple de Jérusalem, va donner une nouvelle dimension à cette quête. Est-ce que c'est sérieux cette histoire du rouleau de cuivre ? Le père Milik, qui a publié la première traduction du rouleau de cuivre, a estimé qu'il s'agissait d'une tradition populaire juive relative à un trésor fictif. Quant à nous, comme d'autres archéologues, nous pensons que c'est une histoire très sérieuse. Pourquoi n'avoir pas utilisé un parchemin ou un papyrus, comme les autres manuscrits découverts à Qumran, et l'avoir caché dans une cave avec d'autres manuscrits de l'époque biblique ? Michel Calveau s'est donc rendu à Paris pour interroger le professeur Henri de Contenson, qui a découvert le rouleau de cuivre. Pouvez-vous nous dire s'il s'agit d'un folklore juif, comme le père Milik l'a dit, ou d'un vrai trésor caché ? Alors, Joseph Milik a trouvé ce texte tellement extraordinaire qu'il a pensé que c'était un texte folklorique. Il paraissait quand même étonnant qu'on se soit donné tellement de mal pour inscrire dans du bronze un texte folklorique. Vraisemblablement, il s'agit d'un vrai trésor, à condition qu'on ne se trompe pas d'attribution. Le professeur Ernest-Marie Lapérouzaz est historien et archéologue. Il est considéré en France comme l'un des meilleurs spécialistes sur les rouleaux de la mer Morte et a déjà publié plusieurs livres et articles sur le sujet. Lui non plus ne croit pas dans la théorie du père Milik. En réalité d'ailleurs, il faut bien regretter que dans notre domaine des études du Proche-Orient ancien, il y a très peu d'historiens et d'archéologues de métier. La plupart sont ou des théologiens ou des philologues. Et le philologue, c'est un bon traducteur, mais il n'est pas forcément doué pour le commentaire de l'historien. Les progrès de la technologie vont permettre de reprendre l'interprétation du texte du rouleau de cuivre. Et il y a une dizaine d'années, le rouleau a pu ressortir de Jordanie pour être nettoyé par le laboratoire de l'EDF, qui a pu le nettoyer parce qu'il y avait déjà des oxydes qui se formaient de nouveau, qui a pu les reconsolider, et une nouvelle lecture a pu être faite par Émile Puech de l'école biblique de Jérusalem. C'est en face des murailles de Jérusalem, avec dans son jardin un caveau funéraire que certains pensent être le tombeau des rois d'Israël, que se trouve l'école biblique de Jérusalem. Un couvent dominicain, surtout connu pour ses sous-sols, une énorme bibliothèque bâtie sur 2 étages et renfermant plus de 140 000 livres et manuscrits. Depuis 120 ans,
la basilique Saint-Étienne, puisque c'est son nom, conserve tout ce qui a pu être écrit sur la Bible et les langues sémitiques. On y trouve aussi les rapports sur les fouilles archéologiques entreprises par l'école biblique. C'est dans le cadre de ces fouilles qu'ont été découverts nombreux des rouleaux de la mer Morte, et notamment les fameux rouleaux de cuivre qui nous intéressent. Et dans la bibliothèque sont conservées les traductions effectuées par les prêtres enseignants de l'école. Sur les étagères, à côté de différents exemplaires du Talmud, sont posées les traductions du père Puech, qui a retraduit le rouleau de cuivre. Est-ce qu'il y a de grandes différences entre la traduction que le père Milik a faite et la vôtre? Je pense qu'une nouvelle traduction était nécessaire dans la mesure où EDF a dû restaurer le rouleau et donc du coup il a fait des nouvelles photographies. On a progressé beaucoup avec des choses qui avaient été oubliées, des nouvelles, de nouveaux joints. On a un texte un peu plus complet. Puis le fait d'avoir demandé à EDF de me faire, parce qu'il m'avait demandé de faire un relevé, que vous avez vu là, à la main. J'ai fait le relevé. Mais je leur ai dit, pour faire ce relevé, il me faut une photo 1 sur 1. Or, comme tout était courbe, j'ai dit impossible. J'ai dit, faites-moi un moulage. Il m'a dit impossible, c'est trop fragile. Alors on a fait un montage numérique, mais qui n'a pas été satisfaisant à mon point de vue. Donc on a fait un moulage, et puis de moulage en moulage, de petits segments, on a fait un double en galvanoplastie, qui m'a permis de faire un dessin, et comme ça de retrouver, quand tout est courbe, la dimension exacte des lacunes. Et pour comprendre, et pour restaurer des passages, c'était absolument indispensable. Pouvez-vous nous dire ce que vous avez apporté avec votre traduction, en plus de celle qui avait été faite par le père Milik? Avec le moulage, j'ai pu, avoir à plat, non pas en dimension convexe, la dimension exacte de la lacune, et donc du coup de pouvoir restaurer ou proposer, vu le sens de la phrase, un certain nombre de propositions qui autrement étaient impossibles. Et ça, c'est très visible, si vous voulez, quand on regarde le dessin. Ça, évidemment, il est très réduit ici, mais vous avez une vision d'ensemble des 3 feuilles du rouleau, la première feuille, rivetée à la deuxième, et les rivets s'étaient cassés, c'est pour ça qu'on avait fait un deuxième rouleau, la 3e feuille, donc le début et la fin. Alors vous avez là les différentes cassures, et mis à plat, on a une vision exacte des dimensions qui manquent et de ceux qui sont préservés. Sinon, on ne voit pas très bien. On n'arrive pas à saisir qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'on a retrouvé. Et ça, c'est le fait d'avoir été obligé de dessiner m'a obligé de regarder de très près comment le graveur avait gravé ces lettres. Et j'ai appris des choses. C'est là une difficulté. Et quand tout se tient, que les mots ne sont pas séparés, c'est un peu plus difficile. Mais c'est l'art de l'épigraphiste. Pour en savoir plus sur le trésor du temple de Jérusalem et la communauté des Esséniens de Qumran, Michel Calveau retourne à Jérusalem, plus exactement dans le quartier juif de la vieille ville, pour y rencontrer le rabbin David Cohen, un kabbaliste qui a la particularité d'être un descendant direct du grand prêtre Tzadok, fondateur de la communauté de Qumran. Le rabbin David Cohen dirige une yeshivat Mekoubalim, une école talmudique où les élèves qui sont déjà des rabbins confirmés ou des scribes viennent étudier les secrets de la Kabbale, la mystique juive, généralement enseignée dans le secret de père en fils depuis des générations. Est-ce que c'est sérieux, cette histoire du rouleau de cuivre? Je pense que c'est tout à fait sérieux, parce que nous savons pertinemment que lorsqu'ils ont voulu garder des choses de valeur, il était clair qu'il fallait qu'ils trouvent un emplacement où personne ne se douterait qu'à cet endroit-là on pourrait les trouver.
La Kabbale n'en parle pas beaucoup, mais n'en fait que des allusions. Et de la même manière que nous savons que des choses sont arrivées à Rome, et il y a eu des gens qui l'ont vu, mais qui n'ont pas survécu à cela, il est clair, la Kabbale dit qu'en fait, ce qui tombe entre les mains de nos ennemis, c'est que ce qui paraît, c'est l'apparence, mais que les vrais objets ont été enfouis sous la terre. Et donc, il semblerait que les objets du temple ont subi le même sort. C'est pour ça que c'est vrai qu'au Vatican, il y aurait des choses, mais peut-être que les vrais objets seraient ailleurs. Le message du rouleau de cuivre est donc à prendre au sérieux. Mais pour retrouver son trésor, Gary Collett et Michel Calvo devront d'abord identifier le site de Wadi Aqipa, où est censée se trouver la chambre secrète, renfermant le deuxième rouleau, donnant toutes les indications sur l'emplacement des cachettes. We're here at the north end of the Dead Sea, and as you can see by the sign, this is the Qumran exhibit, where the famous and renowned Essenes were supposed to have lived. We're also close to the six, or at least the north end of the six wilderness cities in the book of Joshua, chapter 15. It mentions 6 cities that belong to the tribe of Judah. Beth Arava is just at the north end of the Dead Sea, En Gedi at the southernmost point, and then 4 cities in between. So this makes Qumran a very important area related to the cities as inheritance when Israel first came into the land. Très vite, ils vont découvrir que Wadi Aqipa n'est autre que la montagne surplombant le site de Qumran. We look up the head of the wadi. Qumran is an Aramaic word, and it literally means the arch or the bridge, the covering over, and those are the same concepts in Judaism for the kippah or the yarmulke. It's the concept of God covering over us as individuals, or we are under God. So it's a religious statement that is very true, I believe, and very appropriate. Donc je pense qu'ils ont simplement choisi cet emplacement parce que vraiment personne n'aurait jamais pu imaginer qu'à cet endroit-là, ça serait caché. Mais voulant laisser quand même la possibilité à ce qu'au moment opportun où le ciel le déciderait, on pourrait retrouver cela. Ils ont choisi du cuivre qui peut tenir très longtemps. C'est pour ça que c'était fait sur du cuivre, de manière à nous laisser un message. Et les indices s'accumulent, en plus des précisions données dans le rouleau de cuivre. Ainsi, la cité de Qumran est la copie conforme du temple de Jérusalem. Qumran se situe aussi sur une ligne droite et à équidistance entre Jérusalem et le mont Nebo, où fut enterré Moïse. Why are these caves lined east and west perfectly with Mount Nebo? So that's a little bit strange. Then also the measurements from the little passageway going down from the top, these entryways from cave A and B point to these other 2 caves. And we measured the distances, and it's the same ratio as the Ark of the Covenant. 1.5 by 2.5, which is the ratio of the Ark of the Covenant. Why would they do this here? It's very strange. So that adds to the mystery, it adds to the story as to then possible things that may be found. This may have been an extremely religious area with very important items hidden from history for history. Le texte du rouleau de cuivre parle d'un endroit où se trouve un cimetière. Or, à Qumran, il y a un cimetière. C'est donc à Qumran, près du cimetière, qu'il faut diriger les fouilles. Pour savoir où creuser, nos chercheurs de trésors vont devoir utiliser des méthodes encore inconnues dans le monde de l'archéologie. One of the interesting aspects about archaeology is that it is an evolving science. In other words, the techniques that were used 50 years ago, 40 years ago, 30 years ago aren't necessarily the techniques that would be used today. A lot of them, yes, but not all. And one of the things that we suggested, because of 1991, an archaeological congress that occurred here in Jerusalem, is we heard the statement said,
there's nothing more to be found at Qumran. We said that's not true because the scientific instrumentation methods that are now available that have been used in geology, which were not being used as we saw in archaeology back in 1990-91, we said because of the scientific availability of these instrumentations, more things can and will be found even at Qumran. The quality of data that you use in the archaeological realm is a little bit less advanced than what we normally have in the petroleum realm. We're dealing with relatively unreprocessed or unprocessed seismic data, but the seismic method used is the cornerstone of the petroleum industry as well. And the seismic data is the critical data for finding the deep anomalies within the plateau. In the process of trying to solicit both the authorities and the permits, we engaged Tel Aviv University to do seismic and ground penetrating radar. This was a very great thing because the instrumentation is something scientific that we can then really put our finger on, so to speak, for finding areas that need to be dug. Et pour la première fois, une étude sismique est effectuée dans le domaine de l'archéologie. Et malgré les critiques des archéologues qui ne croient pas en son efficacité, le sismique repérera deux anomalies sous le sol de Qumran. We proceeded then with the indications even before Tel Aviv University to do air drilling, to drill and to try and hit what we'd had in previous instrumentation. Well, the air drilling, the Tel Aviv University reports, those were all very good, which then led to even a further stage of a hired company here in Israel who has done drilling around the world. And Mr. Solomon, in his expertise and using the particular drills, it was very exciting and interesting to us that when he reached the exact level that is necessary, according to all of the caves that have been dug in the Qumran area, that is where, when Mr. Solomon drilled, he had the drill all of a sudden drop, very dramatically drop into the ground. Why? What was it dropping into? When we were doing the air drilling and lost air pressure, where was the air going? There's natural sand strata, maybe it was going into the sand, but maybe it was a natural or unnatural cave, a man-made cave. This is what we're looking for. Il y a donc quelque chose sous le sol de Qumran. Et maintenant que l'on sait où chercher, la véritable fouille va pouvoir commencer. Mais l'autorité des Antiquités et des Parcs d'Israël n'octroie à Gary Collett l'autorisation de creuser sur le plateau de Qumran que durant 5 semaines. Passé ce délai, Gary devra impérativement reboucher le trou, à moins d'avoir découvert la chambre secrète. Une course contre la montre est donc entamée. Et pour réussir cette opération, Gary Collett réunit autour de lui une équipe internationale. On y trouve le chercheur Aubrey Richardson, l'archéologue américain Randall Price, qui a déjà publié un livre sur les rouleaux de la mer Morte et qui dirigera les recherches. L'archéologue israélien Oren Gutfeld, de l'université hébraïque de Jérusalem, qui a déjà participé à d'autres excavations sur le site de Qumran. L'archéologue israélien Yaakov Kalman, qui se chargera du travail technique des excavations. Le géologue irlandais Jim Higgins, qui analysera les données géophysiques. Et enfin, l'avocat franco-israélien Michel Calvo, qui secondera Gary Collett dans la direction de l'expédition et se chargera des permis ainsi que des liens avec l'administration. Il devra bien sûr aussi s'occuper de l'aspect juridique des trouvailles. Il y a aussi une vingtaine de volontaires, tous spécialement venus des États-Unis et de France pour participer à l'aventure. Dans cette équipe internationale, des chrétiens pratiquants et des évangélistes travaillent de concert avec des juifs
pour retrouver les trésors du temple de Jérusalem. Les grands rabbins Goren et Bakshi Doron encouragent les fouilles. Le kabbaliste David Cohen suit l'évolution des recherches et fait part de ses connaissances pour guider l'équipe. Et Jean-Marc Rosenfeld de l'Institut du Temple aide pour l'identification des trouvailles. Yeah, when I interviewed Rav Goren, who was the Ashkenazi chief rabbi, he told me that he believed that it was written in some of the traditional writings that it was destined for Gentiles to discover the treasures of the temple, that they would be bringing these things back so that the Jewish people could restore the temple, other types of worship, and they would aid in that, and that would be a sign of the future in which Isaiah the prophet had said, my house shall be a house of worship for all peoples. החפירה מתבצעת והתאפשר לבצע את החפירה לאחר עיכובים מנהלתיים רבים, אבל ברוך השם אנחנו נמצאים כאן ועומדים לחפור במשך 5 שבועות עקובים. למעשה הכוונה של המשלחת הקיץ לחפור 2 ריבועים בגודל של 5 על 5 מטר, לעומק לא ברור שיכול להתחיל בין 3 ואף להגיע ל-15 מטר, דבר שלא כל כך מקובל בברנז'ה הארכיאולוגית. Passé l'euphorie du premier jour, la difficulté de la tâche se fait sentir, tandis que se multiplient les embûches. One of the difficulties that arose in our last dig is that we found from when we had done the material before that there had been a change in the cemented markers that we had used, that because of erosion on the cliff edge, new cemented posts had been put in, which were being used actually then for a fence. And we thought those were substantial enough 10 years and more ago that they would survive, and most of them did, but some of them didn't. And so moving those a little bit and consolidating some of the cemented in markers made a problem in the measurements that we needed to have very accurately to know exactly where to dig. Et c'est Jim qui va régler le problème. En se servant de ses propres logiciels informatiques, il va comparer les mesures actuelles du plateau avec celles d'il y a 10 ans. Et c'est ainsi que, une par une, il va retrouver les marques qui avaient été faites lors des précédents forages. Mais surtout, il va retrouver l'embouchure du tuyau que Salomon avait enfoncé dans le sol. Le fameux tuyau qui servira de fil d'Ariane jusqu'à la chambre cachée. C'est le long de ce tuyau que les archéologues devront creuser afin d'atteindre la chambre cachée et de trouver le deuxième rouleau de cuivre, clé donnant accès au trésor du temple. But you have to understand, if we find something, Gary, where we are doing, we will get every permit that we want. Yeah, right. Here it is. Here it is. There's something. There it is. Listen to it go down. Yeah.
that's the drill hole. And that was just outside of the dig. Okay, we're right here. Like I said, right here. La fouille peut maintenant démarrer. Yaakov Kalman prévoit de creuser 1 mètre par jour. À ce rythme, si tout va bien, d'ici 15 jours, il devrait atteindre la chambre cachée. Si dans vos recherches, et vous trouverez des choses qui paraissent être des objets du temple, bien sûr il faudra faire très attention de ne pas y toucher et d'appeler juste, m'appeler à moi, je me ferai venir des gens qui seront allés au préalable au mikvé, car tout ce qui a été dans le temple a une sainteté particulière. Et donc, il ne faut pas s'amuser avec cela, parce que Dieu préserve. Quand on ne sait pas respecter la sainteté des choses, ça peut faire du mal. Très important que vous fassiez attention à cela. C'est ce que je voulais vous rappeler, pour pas qu'il y ait de votre problème. J'espère que vous trouverez Ezrat Hashem. Submit all of those plans to your greater plan. Thank you. Now, Lord, just give us a good new day. Great is thy faithfulness. Each day, Lord, new mercies we see. Thank you for your goodness. Quatrième jour. Depuis hier, l'équipe s'occupant de la première anomalie, celle signalée à moins de 3 mètres, semble approcher de quelque chose. You like him? Yeah. And you use the lab here? I've done it. Oh, okay. It's just the right equipment. It's just some diluted I'd rather Yeah, which one? For this right one? here. Uh-huh. You see these? Yes. These were found right in here like this. We took the handles out on this side too. So these were handles inside this. And here are the pieces. It's very thin, the wall. In archaeology, you never know what to be expected. You know where you start, you never know where you end. But it's been a good start. The second day of our excavations at the Qumran Plateau, we uncovered a kitchen installation from the Second Temple period, most likely from the Qumran community because it's on the same level with storage bins just to the north of us. Here we have an oven called a tanbul in Arabic,
and we removed ash from it and discovered the bones with small animals. Next to it, we have 2 storage jars. One a small storage jar whose contents have not yet been removed, and then one that was a little larger storage jar with handles that have fallen off because it's been impossible to remove the jar because of its state of preservation. We found some really nice pieces. We found some rims, a couple of bases up there, which once we have them all in-house, then we can study them closer and analyze them further and date them and so forth. So as I say, we're just beginning to record the different pieces of pottery. So that'll be interesting to bring those pieces in and see if we can construct anything here, and which will make it much easier to date also, which is significant for our dig is to put a date to all of the work that we're doing. La découverte de la cuisine a eu un effet détonnant sur l'équipe. Non seulement c'est une trouvaille archéologique, mais en plus elle accorde du crédit aux résultats de la recherche sismique. Celle-ci avait révélé l'existence d'une anomalie, précision qui s'est avérée exacte avec la cuisine. Tout ceci est très encourageant et très prometteur pour la deuxième anomalie, celle située à 15 mètres sous terre et qui, d'après tous les espoirs, devrait correspondre à la chambre cachée où devrait se situer le deuxième rouleau de cuivre. Désormais, toute l'énergie est focalisée sur le trou, d'autant plus que le temps avance plus vite que prévu et que les travaux deviennent plus durs au fur et à mesure que l'équipe s'enfonce dans le sol.
Les fouilles commencent à 4 heures du matin, mais se terminent à 1 heure de l'après-midi, car après, il fait trop chaud pour travailler. L'équipe peut alors se détendre au kibboutz Kalia, où elle a pris ses quartiers. Elle peut aussi plonger dans sa piscine, prendre des bains de boue et flotter dans la mer morte. Elle peut aussi se rafraîchir du côté de En-Gedi et de ses chutes, car après tout, les volontaires sont aussi en vacances. « 27e jour de forage. L'équipe n'est plus qu'à 1 mètre de l'endroit où est censée se trouver la chambre cachée. Elle devrait l'atteindre aujourd'hui. Gary Collett a renvoyé la main-d'œuvre. Il ne reste plus sur le site que l'équipe minimale, les membres officiels de l'association et quelques volontaires venus d'Amérique pour participer au projet. Aujourd'hui sera peut-être le dernier jour, le grand jour, celui que tout le monde attend depuis près de 10 ans et d'autres depuis 2000 ans. Les trésors du temple ne sont pas un trésor des pirates, puisque ces trésors sont hautement spirituels et nous cherchons absolument à identifier chaque chose. L'huile d'onction, entre autres, les parfums, les objets qui sont là, avaient une hauteur de spiritualité qui permettait un rapprochement vers Dieu un. We thank you, God, that you allowed us to be part of your family. We pray, dear God, today that we might be a blessing to you. We all the time want your blessing. We might bless you in your holy name. It's what we do and what we say. That's something we pray. We know not what the end may be, but we know one thing, that God has a purpose. God always has a purpose for his people. And we're involved in something that God wants us to be doing, evidently, we wouldn't be here. I guess I'm that much of a person that believes in God's appointment and his appointments, you might say, in our own personal lives. If we yield to him. Do you know, I was thinking yesterday, we have the opportunity not only to participate in this good, but to be a witness. So this morning, let's focus on that and think about God bringing us here. You know, there's never been a set, you want to call us a set of folk gathered together just like this. Even this morning, we could never have planned it. There must be a higher purpose. Nous avons très peu de mètres, à peu près 2 mètres à creuser là. 70 cm. 70 cm à partager. עד סוף החידוע. עד סוף החידוע. Jusqu'au trou, on a à peu près 70 cm. I guess out of this hole. Le bout du forage est atteint, et avec lui, le lieu présumé de la chambre cachée.
Mais en fait, il n'y a pas de salle ni de cavité. Rien. Seulement de la pierre et de la terre dans lesquelles il faut encore creuser. Et après la déception première, les membres de l'équipe sont maintenant gagnés par le doute. On a creusé exactement à la façon dont on fait un escalier. L'échelle a été mise exactement. Il y a une échelle ici, il y a une échelle de l'autre côté. Et en faisant cela, on n'a pas pu suivre le trou qui a été fait par Salomon. Ça veut dire qu'en fait, ils sont partis du bon endroit, mais ils ont continué. On est parti du bon endroit, on a continué de creuser parce qu'on s'est focalisé sur le trou que Gary Collett avait fait auparavant. Alors là, nous avons atteint cette distance, mais en ce qui concerne l'autre trou fait par Salomon, eh bien là, il est caché. Ça voudrait dire en fait, ils sont partis du bon endroit, on est parti tout du droit, bon endroit, mais ils sont partis à gauche au lieu d'aller à droite. Exactement. Voilà. Intéressant, n'est-ce pas? On peut être passé à côté d'une découverte colossale à cause de nos instincts et à cause d'un manque de précision technique, scientifique. Alors maintenant, ce qu'on va faire, j'espère, on va essayer de voir où se trouvent ces 15 mètres 30 et 17 mètres 30 à travers le tube de Salomon et voir exactement ce qu'il en est. Ou alors, si en faisant cela, on n'arrive pas à atteindre cette cavité, eh bien ça voudra dire qu'on s'est tous plantés. Et en ce qui me concerne, ça fait 9 ans que je travaille dessus. Voilà. Alors on mesure. Et les chiffres sont bons. Mais alors où est la cavité? Il semblerait que la théorie de Michel Calvo soit exacte. En creusant en colimaçon, l'équipe se serait éloignée du point recherché. Le trou est certes à la bonne profondeur, mais plus dans la bonne direction. Il va donc falloir essayer de rejoindre le bout du tube de Salomon, là où est censée se trouver la salle tant recherchée, et la seule façon d'y arriver est de creuser un tunnel. Tâche ingrate qui tombe sur Yaakov qui devra creuser. Creuser, mais dans quelle direction et sur combien de mètres? The problem we're immediately encountering is having reached the depth that we felt the anomaly would be at and not finding it. And so now we are needing to have further direction. We have been tunneling in the direction of the northeast, in which we believe there will certainly be the anomaly. But today we're bringing in a ground-penetrating radar crew to go into our shaft and look there to confirm for us exactly where the anomaly may be resting. 96. Beck? Hi, sorry. Hi. Again, good morning. How are you? The guy came and he was very frustrated that we are trying to get Okay, the ground here is pretty good all the way, but as I was looking here, it was undulating. Well, we can clear things up or do whatever we need to do. Bring some more people. I want to do this, but we also need to try to repeat this survey. This one is a big one. This is a big one. It will take days to repeat on this survey one by one. But in certain areas, just in certain areas. Okay, so you pick up the areas. I'll pick up the areas. We've got one right under this dirt pile. We've got one right dirt pile here is, and then further there. It's a kind of area which is not very much friendly to the radar system. I prefer this kind of... Les fouilles touchent à leur fin, le budget aussi. Il ne permettra de financer les recherches radar et sismiques que pour une seule journée, alors qu'il en faudrait plusieurs. Il va donc falloir faire des concessions, aller au plus sûr, et c'est là qu'apparaissent les premières dissensions dans l'équipe. Not what Randall said.
But let Randall doesn't know it all. I know, but he wasn't took here. on the paper of let's say, but If Jim Higgins picked some other spots, Yeah, exactly. they have to be over there. We dug Exactly. here, so there's Yes. nothing here. I would like just to have one idea and one guideline where to do my service. Right now, I'm telling you, no. You are telling me one thing, Bryce is telling me another thing. You should be unique in your addressing what to do. It's duplicating, it's wasting your time to do this area right here because we've done. You're not wasting my time. My time is paid off. Yes, but I'm okay with we that. all You just have to know what is good for you. here. The advantage to doing this would be it gives us information Exactly. where we've already done. Yes. To compare this Over to there. the other. Okay. There's the drill hole. From here to there. Why Randall hesitated to do this time? I don't know. He had spent time for nothing. Exactly. Crazy. That's what I'm saying. It's wasting time. He's being paid anyway. He doesn't care. He's not even. He won't get it done. Le radar passé en surface du plateau de Qumran ne révélera rien de particulier. Ni cavité, ni crevasse ou grotte, rien à ce niveau. Les géologues prennent alors la liberté d'élargir la recherche, mais en vain. Est-ce parce que les conditions du terrain ne sont pas assez bonnes, comme ils le disent? Est-ce parce que leur équipement et leur technologie ne sont pas aussi performants qu'ils le prétendent? Ou est-ce tout simplement parce qu'il n'y a rien dans le sous-sol du plateau de Qumran? Pour en avoir le cœur net, Alex Beck et son équipe de géologues vont devoir descendre dans le puits avec tout leur équipement afin de poursuivre leurs recherches depuis l'intérieur de la montagne. בתוך המנהרה הבעיות היו מספר. ראשית, לא ניתן היה לעשות חתך רציף לאורך כל הקיר, כיוון שלא היו פה פיגומים, ואי אפשר היה להגיע למצב שיש לי גישה לכל הקירות. כאשר עושים סקר עם רדאר, צריך להקפיד על כך שהאנטנה תהיה במגע הדוק עם המדיום שעליו אני עובד, מה שנקרא קפלינג טוב. פה הקירות היו גם אנדולטוריים, היה להם טופוגרפיה קטנה וגם לא ניתן היה להגיע אליהם. בעיה שנייה זה שהאתר הוא בסך הכל די קטן, כך שכל החתכים שעשיתי היו קצרים מאוד, משהו כמו 2 מטר. ובעיה שלישית, ואולי הכי חשובה, זה הסוג של החומר שעליו עבדנו. השכבות, כפי שניתן לראות בירידה לאורך כל ה-16 מטר, הם חילופים של חרסיות ושל אלוביום, וזה חומר שהחדירות של גלים אלקטרומגנטיים היא לא ממש גדולה, כך שלא ניתן היה לקבל מידע מעבר ל2-3 מטר ממפלס מפני האנטנה. בסך הכל אנחנו עוד לא יודעים תוצאות, עדיין עובדים עליהם, ואולי אחרי עיבוד נתונים ניתן יהיה ללמוד משהו. זה לגבי המנהרה עצמה. Là encore, le radar ne trouvera rien. Là-haut, en surface, les fours et poteries découvertes sont exposés pour la dernière fois dans leur lieu d'origine. Ils vont être transportés vers l'université hébraïque de Jérusalem.
puisque les radars ne sont pas assez puissants, le seul moyen de retrouver la cavité est de réeffectuer une recherche sismique, exactement comme celle qui avait été faite quelques années auparavant par l'université de Tel Aviv. Le sismique est une technologie très précise, pouvant explorer le sol jusqu'à de très grandes profondeurs, mais cela coûte très cher. Et surtout, contrairement au radar qui donne des résultats immédiatement, le sismique nécessite un délai de plusieurs jours avant de pouvoir rendre les informations. Ce qui ici est un problème, car nous sommes à moins d'une semaine de la limite accordée pour les fouilles. Et notre équipe va devoir repartir en guerre contre l'administration afin d'obtenir de toute urgence une rallonge de 2 semaines pour trouver le trésor qui semble lui échapper. Mais il n'y a rien à faire. L'autorité des parcs d'Israël reste de glace et n'accordera pas une journée de plus. Il n'y a plus qu'à souhaiter que les résultats du sismique arrivent rapidement. Mais le mauvais sort semble s'acharner contre notre équipe, car aussi incroyable que cela puisse paraître, l'ordinateur des géologues, analysant les résultats de l'étude sismique, a planté. Et avec lui, ont été effacées toutes les informations qu'il contenait. 4 jours de perdu. Alex Beck et son équipe n'ont plus qu'à recommencer. Logiquement, il est déjà trop tard. Les résultats d'une nouvelle étude sismique ne pourront arriver avant la date butoir. Tant pis, on tente quand même, qui sait. Entre-temps, Yaakov Kalman déploie un dernier effort en creusant un 2e tunnel, allant dans une autre direction. Peut-être la bonne cette fois-ci. Les membres de l'Institut de géophysique d'Israël en profitent alors pour faire une nouvelle recherche radar, avec cette fois un matériel plus adapté. C'est l'essai de la dernière chance. Celui qui couronnera ou non tous les efforts déployés. Gary Collett, Randall Price, Michel Calvo et tous les autres sont fixés sur les géologues. Les secondes semblent durer une éternité. Les gestes prennent des heures et l'attente des résultats du radar, qui doivent pourtant apparaître en direct, prend des allures d'accouchement. בסייסמיקה, אבל ברדאר, מה שראינו זה היה כנראה שכבה של אבנים יותר גדולות. והאבנים האלה הם כנראה היו במצב הטבעי שלהם, זה לא משהו שנעשה על ידי בני אדם. לכן זה לא קשור כנראה לארכיאולוגיה, אבל זה כבר דעה של הארכיאולוגים, לא שלנו. מבחינתנו זו הייתה הצלחה שראינו איזשהו סיגנל מהעומק, עומק של מטר ומשהו. וכשחפרו אז באמת הבנו גם ממה בא הסיגנל הזה משינויים גיאולוגיים. מחומר שהוא דק גרגר, סילטי, חרסיטי, היה מעבר לחומרים שהם אבני גיר בגודל משהו כזה. כך שהרדאר הוא טכנולוגיה טובה, אבל אם אין שום דבר ארכיאולוגי, אפשר להמציא אותו. At this point, we're finishing the seismic, but preliminary discussions are that there's nothing so large as a void or a cavern, and it appears that in this case, most everything that we have found is geologic. So there's nothing really in terms of a hidden paleo chamber, maybe elsewhere on the plateau, and of course, we'll give more study to that in the future. The summary is the budget is in the hole. Here. Yeah, we're not finished. Tout cela nous démontre que le radar n'est pas quelque chose de très efficace
en soi, mais ne détecte que des différences éventuellement de pierre. Avec cela, nous sommes bien avancés. Bravo la technique. Je suis certain pourtant qu'il doit exister un tas d'autres matériels, puisqu'il est utilisé par l'armée pour déterminer s'il existe des tunnels qui passent sous la frontière, aussi bien dans le nord que du côté de Gaza et en Égypte. Tout cela est bien triste. Cela fait bien 9 ans que je travaille sur ce projet, avec des espoirs, des difficultés, des suppositions. J'ai appris pas mal de choses sur la science, sur la technique. En ce qui concerne les infrarouges, par exemple, je me rappelle que la personne était optimiste au possible en voyant juste en bas de la zone ombragée des indications prouvant qu'il y avait une cavité. Ensuite, il y a eu les forages. On ne saura jamais ce qui s'est passé. Est-ce que Salomon s'est trompé? Peut-être qu'il a fait une simple erreur de manipulation et qu'il croyait qu'il avait trouvé la cavité. Son tube se serait enfoncé là où il avait déjà pénétré. Et maintenant, après 9 ans, on a creusé un trou. Le trou de mes rêves, avec des tunnels dans tous les sens. Et on n'a rien trouvé. J'ai l'impression d'avoir vécu dans le rêve, comme Gary Collett, comme Strange, comme tous ces gens aux États-Unis qui ont aidé à financer ce projet depuis plus de 10 ans. Ça aurait pu être une très belle histoire. So it's a real adventure, but one that we're confident there will come the day, whether we personally have the success or not, somebody will. Of course, we naturally want it to be us, and we think it will be. But there will be things that will be found that would be very, very instrumental, even in helping to bring peace. Everybody's talking about peace these days, the conflicts between Islam and Judaism, and there are things that can be found historically that will cause and promote and even make peace happen between these two different sides, the inheritance of Abraham. Et maintenant que les fouilles n'ont rien donné et que les radars ont confondu une pierre avec du vide, il ne reste plus qu'à reboucher le trou. Et il faut le reboucher maintenant, alors que les résultats de l'étude sismique ne sont pas encore arrivés. Car la date limite de l'autorisation accordée par l'autorité des Antiquités est atteinte et que le parc de Qumran attend des visiteurs. Et en quelques heures de travail, le bulldozer va enterrer 1 mois et demi d'efforts et 10 ans de rêve.
2 jours après avoir comblé le trou, les résultats de l'étude sismique révéleront l'existence d'une cavité de 3 mètres sur 3 et située seulement à 1,50 m du trou que Gary Collett et Michel Calvo viennent de reboucher. Il faudra donc creuser de nouveau, ce qui semble désormais impossible, car l'autorité des Antiquités et des Parcs d'Israël s'oppose depuis au forage de tout nouveau trou sur le plateau de Qumran, de peur de voir celui-ci s'écrouler. Et le trésor du temple, enfoui quelque part au pied de Wadi Akipa, retourne dans l'ombre, attendant toujours d'être découvert.